Bien, rebonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre notre colloque. Si ce n'est pas Alzheimer, c'est quoi l'errance diagnostique face aux maladies apparentées, avec en ce début d'après-midi donc un focus sur les troubles neurocognitifs majeurs d'origine vasculaire. Et comme nous l'avons fait ce matin, je vous propose donc d'accueillir Monsieur Jean-François Guérin. Donc, vous êtes l'aidant d'une personne malade, donc qui est précisément atteinte d'un trouble neurocognitif vasculaire. Et donc, en réaction, nous avons le plaisir d'accueillir Martial Fraisse, docteur en pharmacie et membre de l'Académie nationale de pharmacie. Bonjour à vous. Donc, et vous allez un petit peu nous expliquer, comme l'a fait ce matin le professeur Frappé, comment les professionnels de premier recours pourraient peut-être améliorer l'orientation et faciliter, accélérer le diagnostic. Mais je propose qu'on écoute donc le témoignage tout d'abord de Jean-François Guérin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques minutes, donc peut-être les troubles dont souffrait votre épouse et de quelle manière vous avez réussi à obtenir un diagnostic précis? Alors donc, si vous voulez, bon, je me présente. Moi, j'ai 72 ans, ma femme en a 75. Elle a été diagnostiquée par ma sœur en septembre 2017 sur des légères pertes de mémoire, mais rien de grave, on va dire. Et elle a passé un IRM en février 2018, où là, on lui a dit il y a quand même un petit problème. Bon, jusqu'ici, jusqu'en 2018, on peut dire que ça allait bien. Elle suivait ses cours du Louvre à Paris, elle prenait le train, elle prenait le métro, elle prenait ses notes, tout se passait bien. On a été aussi en 2018 à Barcelone avec elle, tout allait bien. Et à partir de 2019, ça s'est dégradé assez rapidement. Avec des pertes de mémoire, des pertes d'orientation, se lever la nuit, elle atteint un peu de boulimie, donc perte de repère au niveau du temps. Et donc, à partir de 2019, ça s'est vraiment dégradé. Fin 2019, printemps 2019, elle est devenue complètement incontinente. À partir de début 2020, elle ne parlait plus, elle ne sait plus parler. Et donc, au jour d'aujourd'hui, elle est diagnostiquée GIR2 et elle est autonome, elle se déplace, il n'y a pas de souci de ce côté-là, elle mange toute seule, mais pour le reste, je dois m'occuper de tout. Voilà rapidement ce qu'on peut dire. Donc, je l'ai mis en accueil de jour fin 2018, où ils sont occupés d'elle. Elle y est restée 2019 et en mi-2020, on m'a dit, Monsieur Guérin, votre femme, c'est plus la peine qu'elle reste en accueil de jour, on fait de la garderie, c'est pas notre métier. Et donc, à partir de juillet 2020, je dis bien, elle est à la maison en permanence et je m'occupe d'elle en permanence, la douche, le repas, etc. Voilà. Voilà un petit peu résumé ce qu'on peut dire. De temps en temps, je la dépose chez ma sœur pour pouvoir souffler un peu. Et puis, on peut dire, voilà, ça s'arrête là. En gros, résumé, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, vous indiquez qu'elle ne parle plus. Vous avez le sentiment qu'elle ne réussit plus à parler ou qu'elle ne veut plus parler, parce que c'est un point que nous allons aborder tout à l'heure avec nos experts. Ah non, non, elle ne peut plus parler. Des fois, on a l'impression qu'elle veut dire quelque chose. Il y a une bride de mots qui peut sortir, mais il y a un an et demi, on lui demandait comment tu t'appelles, je ne sais pas, comment je m'appelle, je ne sais pas, qui je suis, je ne sais pas. Et puis après, non, elle ne parle plus, elle est incapable de parler. Ce n'est pas une mauvaise volonté de sa part. Elle est incapable de parler, elle exprime aucun sentiment, aucun ressenti. Vous pouvez lui dire quoi que ce soit, elle ne bougera pas, il n'y aura rien qui apparaîtra sur le visage. Rien du tout. Et vous diriez aujourd'hui que vous êtes quand même un peu seul face aussi à cet accueil de jour qui ne peut plus l'accueillir? Absolument. Moi, je dirais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il manque quelque chose dans notre structure d'accueil. On a les accueils de jour et les EHPAD. Entre les deux, je pense qu'il manquerait quelque chose, un genre de garderie comme pour les bébés en crèche, où les aidants pourraient déposer
à leur convenance leurs patients, hein, leurs époux, leurs épouses, pour qu'ils soient pris en charge pour la journée et eux puissent souffler pendant ce temps-là. Je pense que c'est quelque chose qui serait bon de creuser et que ça serait intéressant d'avoir une réflexion à ce sujet. Merci, merci beaucoup, Monsieur Guérin, pour ce témoignage et effectivement cette piste dont nous aurons l'occasion de débattre. Martial Fraisse, je me tourne vers vous. Comment vous décririez en fait votre rôle de professionnel de premier recours? Alors bon, Monsieur Guérin a exposé une problématique d'accompagnement, mais peut-être même si on se positionne un petit peu en amont, lorsqu'il y a des troubles qui ne sont pas diagnostiqués, mal diagnostiqués, le médecin généraliste ne sait pas trop, on en a notamment beaucoup parlé ce matin, des maladies apparentées. Quel rôle vous pourriez avoir ou vous devriez avoir? Est-ce que vous notez une évolution sur ces sujets? Alors, ça fait longtemps que les pharmaciens et que moi-même, je m'intéresse au sujet de l'accompagnement des patients souffrant de maladies neurodégénératives et également de l'accompagnement des aidants, parce que souvent, à partir du moment où le patient est très touché, ce sont les aidants que l'on voit, ce sont les aidants que l'on voit souffrir et que l'on voit se dégrader. Et donc notre rôle est un rôle, je dirais, d'alerte, que ce soit pour le patient, parce que les premiers troubles, on s'en rend compte dans les pharmacies rapidement. À partir du moment où la personne, on la voit sortir, partir dans le sens opposé de où elle habite, puis faire demi-tour et la voir repasser dans les 30 secondes suivantes. Les problèmes quand elle veut payer avec sa carte bleue et qu'elle ne connaît plus son code, quoique maintenant cela disparaît. C'était une façon de détecter des troubles de la mémoire que l'on avait, mais avec le sans contact, on voit bien qu'il y a une dégradation même de personnes beaucoup plus rapide. Et on sent bien que la Covid n'aide pas du tout, mais par contre a permis de resserrer les liens entre les professionnels de santé pour que l'on prenne en charge les patients, quelles que soient les pathologies, et particulièrement les patients souffrant de troubles cognitifs, que l'on peut maintenant, quand on a des alertes, et là on a des alertes, je pense à une de mes patientes, pour laquelle nous appelons sa fille souvent pour lui dire mais il faut que votre maman soit prise en charge, il y a quelque chose qui ne se passe, nous ne savons pas quoi, mais il faut l'orienter dans le système de soins, soit par une consultation mémoire, soit aller voir avec le médecin généraliste ce qu'il en pense pour l'adresser à un neurologue. Donc le pharmacien a bien, dans l'équipe de soins primaires, un rôle d'orientation et un rôle d'alerte, que ce soit pour le patient ou pour l'aidant, parce que l'aidant peut craquer d'un coup. Et là, on se retrouve avec deux personnes qui se retrouvent dans un hôpital ou dans le système de santé, au lieu d'en avoir qu'un qui pourrait souffler. Et comme le disait M. Guérin, il manque ce genre de structure d'accueil qui pourrait aider les aidants pour les permettre de souffler, au-delà des accueils de jour. Par contre, la Covid, pour moi, je trouve, a été un grand drame pour ce type de pathologie, parce que on a vu des patients touchés par la maladie parce qu'ils n'étaient pas capables, malgré l'aide que pouvaient leur donner leurs proches et les aides ménagères qui sont souvent très dévouées, qui ne pouvaient pas respecter les gestes barrières, qui malheureusement ont attrapé la Covid et sont décédés. Et également ceux qui se sont enfoncés dans leurs troubles cognitifs parce qu'il n'y avait plus de contact avec des personnes de l'extérieur, parce qu'ils ne pouvaient plus suivre leur séance d'orthophonie, qui ne pouvaient plus être suivis par tous les intervenants extérieurs, et ils se sont enfoncés beaucoup plus vite, malgré le maillage du territoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement depuis 2008 jusqu'ici, aux yeux des pharmaciens? Finalement, on a vu qu'il y avait quand même une meilleure prise en charge avec les consultations mémoire, avec les psychologues ou les infirmières de pratique avancée qui commencent à arriver sur le terrain. Mais la grosse difficulté, c'est finalement qu'il n'y a pas une bonne communication, une bonne coordination entre les différents professionnels. Ce que j'espère, c'est que la création des CPTS, c'est-à-dire les communautés professionnelles territoriales de santé, vont permettre, justement suite à la Covid a provoqué ces relations qui étaient indispensables. Quand les médecins sont tombés malades, au début, j'exerce en Île-de-France, les patients sont venus dans les pharmacies, quelles que soient les pathologies, et il fallait bien trouver des solutions, il fallait bien orienter, et finalement ça nous a resserrés dedans, l'équipe de soins primaires s'est resserrée,
pour pouvoir mieux communiquer. La chose la plus importante que je trouve assez déplorable, c'est le fait qu'il n'y a pas de dossier médical partagé, qu'il est trop peu existant. Et pourtant, on en aurait bien besoin quand on a des imageries qui sont faites, par exemple, sur un lieu de villégiature et auquel on n'a pas accès, c'est les médecins qui me le disent, et qui auraient pu améliorer une prise en charge ou accélérer une prise en charge, notamment en cas de démence vasculaire, et que finalement la personne est restée en déshérence pendant plus d'1 année, alors que la pièce aurait dû être dans le dossier, qu'il aurait pu être consultable. Donc cela fait partie du lien. On a un lien qui s'appelle le lien humain, donc qui est finalement est toujours présent et avec les bonnes volontés on y arrive. Mais également il nous faut toujours ce lien porté par nos systèmes d'information. Donc les maisons de santé qui sont en train de se former vont aider en ce sens pour que l'on puisse incrémenter les dossiers, qu'on puisse alerter rapidement les médecins généralistes, que l'on puisse donner ces signes d'alerte ou donner ces signes d'orientation qui permettent de prendre précocement en charge les troubles quand on peut les identifier. Quel lien on peut faire avec le médico-social, avec l'aval, si je puis dire, puisque c'est vrai qu'au-delà de la prise en charge médicale et de la problématique qu'exprimait M. Guérin, après, quelle solution d'accueil ou de répit? Est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui aille jusqu'à englober les professionnels médico-sociaux? Il le faudrait, c'est même indispensable. À une certaine époque, on en avait débattu avec Claude Evin quand il était directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, et c'était d'ailleurs un de ses principaux buts, c'est avoir cette décompartimentation, c'est d'avoir vraiment le médico et le social qui puissent parler entre eux. Il avait créé un système d'information, d'ailleurs qui est à la base de santé.fr, dont c'était un des principaux buts que l'on puisse parler ensemble. Et finalement, quand on est pharmacien et quand on est à son comptoir face à une personne qui est en déshérence, qu'est-ce qu'on a comme moyen? Le moyen, c'est appeler le médecin généraliste. Quand on a une consultation mémoire, quand on a la connaissance, conseiller le patient ou la famille d'aller à cette consultation. Mais également, alors la difficulté, justement, c'est qu'il y a énormément en médico-social de correspondants et on ne les identifie pas obligatoirement au premier coup. Donc sur un territoire, surtout, il faudrait qu'on ait toujours en tête quel correspondant avoir pour pouvoir tout de suite aider à une prise en charge, pour déjà améliorer la tenue à domicile de la personne pour la maintenir le plus longtemps possible, avec les accueils de jour quand c'est possible, avec les orthophonistes, avec tout le monde. Mais on voit bien qu'on doit avoir une décompartimentation santé médico-sociale pour améliorer la prise en charge. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Monsieur Fraisse, merci Monsieur Guérin pour ces échanges introductifs.